Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Ici Louis pour ce bienvenue dans ce building public numéro 10. On est le 18 février, mardi 18. Un petit peu décalé ce building public parce que ce week-end j'ai été un petit peu occupé, on va dire. J'ai été à un event d'entrepreneurs réalisé par les entrepreneurs du château. Donc c'est les gens qui organisent, on va dire, les co-living et dont un co-living dans lequel je suis en ce moment. Et donc du coup, on s'est peut-être couché assez tard samedi, et donc du coup, voilà, petit décalage, on va dire. Je suis encore un peu fatigué. Donc faites attention à l'alcool, ça prend de l'énergie. Mais je voulais quand même vous dire que c'est une très bonne idée d'aller dans des événements physiques comme ça. Donc c'était en fait un événement où des entrepreneurs se rencontraient. Donc des entrepreneurs de tout niveau, il y a des gens qui viennent de débuter, il y a des gens qui font ça depuis déjà un petit moment. Et, euh, et vraiment c'est super bien de pouvoir échanger avec des gens divers et variés. Parce que encore une fois c'est du partage de connaissances, c'est du partage d'expériences. Donc tout ça c'est bénéf, et même si vous n'avez pas de business, même si soit vous avez juste des idées, le fait de discuter avec des gens, ils vont pouvoir vous aiguiller sur comment est-ce que vous devriez mener ce projet, ou est-ce que c'est un projet qui va certainement tomber à l'eau parce que il n'y a pas de marché, ou parce que c'est trop compliqué sur certains points, il faut déjà avoir de l'expérience dans des sujets similaires, ou ce genre de, ce genre de choses, ce genre de réflexion. Donc très personnellement, moi j'ai discuté avec pas mal de gens. En plus c'est super parce que on a des potentiels futurs clients. Là j'ai pu discuter avec quelqu'un qui avait une entreprise d'installation de pompes à chaleur. Et justement lui il a une équipe de 5 personnes, et donc là il commence à avoir du mal à collaborer avec pour faire ses suivis de chantier. Et donc potentiellement il serait intéressé par rapport à avoir un Notion sur mesure pour pouvoir collaborer, voir euh, l'avancée de ses projets, avoir ses fiches clients, et tout simplement organiser son business de manière générale, parce que lui il est pas du tout dans l'opérationnel, lui il est plus dans la partie commerciale et stratégie en fait, et il délègue 100% de son opérationnel, et son objectif c'est de pouvoir un petit peu voyager, faire un petit peu ce qu'il veut, et gérer les équipes à distance. Donc du coup, voilà un potentiel client. Euh, et en fait, ce qui est super intéressant aussi, c'est de pouvoir discuter avec des gens qui ont des business totalement différents, qu'on connaît pas spécialement. Et du coup, ça nous permet de mieux comprendre le, le fonctionnement de l'économie, le fonctionnement de certaines activités. Encore une fois, il y a des activités plus ou moins éthiques, avec l'OFM notamment. J'ai croisé justement deux gars qui faisaient de l'OFM et qui étaient super super sympas. Donc pour autant, voilà, c'est pas forcément des charlatans ceux qui font ça. Et justement, en vrai, c'était assez intéressant de comprendre les mécanismes, même si je connaissais déjà comment ça fonctionnait. Alors encore une fois, c'est des potentiels clients, parce que eux, donc de l'OFM, du OnlyFans Manager, il y a pas mal de délégations à faire. Et donc forcément, dans ce genre de cas, c'est hyper pratique d'avoir un logiciel pour collaborer avec tous les collaborateurs qui sont sur le projet, pour pouvoir gérer les modèles, etc. Euh, donc franchement, je recommande à 100%, à 100%, à 100%. Beaucoup de valeur ajoutée pendant cette journée. Et aussi, on croise des gens qui ont pas mal réussi, honnêtement. Là, je commence à parler avec un type, et justement, on parle de YouTube, donc je lui explique un petit peu. Moi, là, je fais du building public, juste je raconte un peu mes journées, euh, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine, la semaine prochaine, qu'est-ce que je vais faire. Et là, dans l'événement, donc je suis tombé sur un type, et
lui, il est spécialisé, donc il est avec son associé, il est spécialisé sur YouTube pour pouvoir grandir son audience et pouvoir percer en fait sur YouTube par rapport à l'activité qu'on fait. Donc peu importe quelle est notre activité, l'objectif c'est de se mettre sur YouTube et d'engranger des leads, d'engranger des prospects pour après avoir des clients. Euh, et en fait, sa tête me disait un truc, et je me dis, mais c'est quoi ta chaîne YouTube? Enfin, tu fais du YouTube, et c'est quoi ta chaîne YouTube? Et c'était Arthur Mossa. Donc, pour les gens qui connaissent pas, c'est un type qui fait des vidéos YouTube depuis quelques années, et il fait des défis. Donc, il va prendre du LSD en microdosing pendant une semaine, il va faire la même chose avec des champis, il va arrêter de boire pendant 3 jours. Donc, plein de défis comme ça. Et du coup, il a bien percé. Il y a 380 000 abonnés à peu près. Euh, donc, il a assez percé, il est assez chaud dans son domaine. Et le fait de parler comme si, je sais pas, je parlais à un type normal, bah, je trouve ça assez intéressant parce que on voit souvent sur les réseaux en mode tous les gens qui deviennent fous dès qu'ils voient un gars qui a quelques millions sur YouTube ou sur Insta. Alors que c'est vraiment des gars comme toi et moi en fait. Juste la différence c'est qu'ils ont fait plus d'actions, mais est-ce qu'ils sont spécialement plus intelligents? Est-ce qu'ils sont spécialement différents? J'en ai pas spécialement l'impression. Euh, enfin, je le dénigre pas ni rien, hein, mais enfin, je pense qu'il est quand même plus chaud que moi, mais juste vraiment on discutait vraiment entre guillemets d'égal à égal. Et donc du coup, je trouve que c'était super intéressant. Et justement, il m'a proposé avec son associé quelques stratégies pour peut-être orienter maintenant ma chaîne YouTube, parce que là, je suis sur du building public, je parle à des gens, je ne sais pas quel type, enfin, je ne sais pas spécialement quelle est ma cible. Moi, ma stratégie à la base, c'était juste d'être 100% authentique, enfin, pas authentique, 100% transparent plutôt. Euh, et en fait, j'ai compris que déjà les gens ne veulent pas des gens transparents, ils veulent des gens authentiques. Ça, c'est deux aspects assez différents. C'est-à-dire que quand on dit transparence, on voit tout, on voit les côtés négatifs comme positifs. Et donc du coup, des fois, on peut malheureusement desservir son image, comme je pense que j'ai pu le faire dans les dernières vidéos YouTube. Et sur le coup, je m'en rendais pas spécialement compte. Mais là, je m'en suis rendu compte, surtout à cet event, parce que j'étais en mode, je voulais pas montrer mon compte YouTube en fait. Genre, je voulais pas que les gens voient ce que je faisais, je voulais pas que des professionnels voient ce que je faisais. Parce que bah, forcément, je me mets dans des situations où encore une fois, je suis transparent à 100%, donc je montre quand j'ai des sauts d'humeur, je montre quand ça se passe mal. Et en fait, ce que les gens veulent, c'est de l'authenticité. Donc ils veulent que tu montres quand ça se passe mal, parce que tout le monde, enfin pour tout le monde, il y a des moments où ça se passe mal, mais il faut directement qu'il y ait un rebond derrière, il faut directement avoir du positif derrière cette négativité, on va dire. Et c'est là où il y a la différence entre de l'authenticité et de la transparence, et qu'en fait, l'authenticité, tu vas mettre du storytelling derrière, en fait. C'est de la transparence avec du storytelling. Donc, toutes les choses négatives, tu vas en fait le transformer en positif et, euh, et tu vas le montrer à ton audience. Donc, euh, donc ça, c'est un point qui était assez game changer. Enfin, c'est aussi un sujet que j'avais abordé avec un pote là sur Insta qui m'a justement fait un retour sur mon compte Instagram, mon compte YouTube et justement le fait que potentiellement c'était peut-être pas la meilleure solution que j'étais en train de choisir en ce moment. Du coup, ça m'a bien fait réfléchir et c'est vrai qu'il faut que je change de stratégie entre guillemets. Mais encore une fois, c'est l'action qui mène à la réflexion et à l'information de manière générale. Donc j'ai fait des choses, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé, et hop, je redirige la chose, on va dire. Donc là, justement, le gars spécialisé en YouTube m'a conseillé, enfin par rapport à mon business, m'a conseillé de faire un petit peu comme Mathis Clouet. Donc peut-être vous connaissez, qui a
8-9 000 abonnés sur YouTube. Et donc c'est un gars qui s'occupe de scaler des business. Euh, et en fait, lui, du coup, il n'a pas spécialement beaucoup d'abonnés sur YouTube. Mais en fait, tous les gens qui le suivent, c'est des gens hyper nichés, c'est des gens qui ont des business, c'est des gens qui veulent croître leur business. Et donc du coup, il fait que des vidéos à grosse plus-value, avec beaucoup d'informations. Et justement, lui, il est vraiment hyper authentique, transparent sur la manière dont il travaille, sur les outils qu'il utilise. Et il utilise du coup Miro, une application pour faire du mapping. Et donc du coup, il utilise des blocs, il utilise des flèches pour pouvoir faire des liens. Et en fait, ces vidéos, c'est ça, il explique un concept grâce à Miro. Et donc je pense que c'est quelque chose qui fonctionne globalement bien pour tous les business, pour pouvoir expliquer ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fonctionne. Donc moi là, je pense que mes prochains objectifs, ça va être de faire ça. Je vais faire des vidéos YouTube où justement j'explique un cas concret d'un client, comment est-ce que j'ai fait pour résoudre son problème. Et après l'objectif c'est comme ça, ça me fait un peu une page de vente où je peux montrer du coup ma chaîne YouTube et donc du coup voilà, il n'y a plus Louis Random 2 Million avec un fuck sur la bannière. Il y a un gars un peu plus professionnel qui explique un cas concret et qui montre, qui apporte de la valeur aux gens, quoi. Parce qu'actuellement, on va pas se le cacher, les buildings publics apportent peu de valeur aux gens et c'est peut-être plus inspirationnel et encore, mais c'était juste des buildings publics 100% transparents où je me montrais vraiment totalement, quoi. Encore une fois, dans les mauvais jours comme dans les bons jours. Euh, Et encore une fois, c'était parce qu'il n'y avait pas de stratégie derrière, c'était juste, ça me faisait kiffer. Je faisais kiffer les gens, je faisais un peu du sensationnel, on va dire. Enfin, je pensais faire kiffer les gens et je pensais faire du sensationnel. Mais en fait, ça dessert plus mon image qu'autre chose. Donc, je pense que je vais partir sur. En fait, c'est. Enfin, là, je vais être encore une fois transparent, mais c'est une personal brand. Donc, c'est-à-dire que il faut savoir ce que tu veux montrer aux gens. Et il faut choisir ça par rapport à ton business, par rapport aussi à ta personnalité, comment tu fonctionnes, bien sûr. Mais tu peux pas tout montrer en fait. Tu peux pas tout montrer parce que sinon il y a des éléments que les gens ne veulent pas voir. Et juste faut pas leur montrer. Donc, donc après voilà, il y a des gens qui ont une personal brand hyper provocateur où ils vont faire des vidéos où voilà, ils sont assez clivants sur certains sujets, ils font de l'humour noir, ils font ce genre de choses. Encore une fois, c'est peut-être que des gens en général qui vont parler à des clients, à des customers, enfin je veux dire pas à des business en tout cas. Là j'ai en tête Anthony Cyrus qui justement lui a une personal brand hyper provocante, toujours un petit peu des blagues limite. Et ça, c'est quelque chose qui peut fonctionner, ça peut attirer l'attention pour du coup des, des prospects, des clients qui sont un peu voilà, friands de ce genre de contenu parce que ça fait le buzz. Et, euh, et du coup, c'est pas forcément une personal brand qui pourrait correspondre à mon business en fait. Moi, justement, j'ai besoin d'une personal brand très structurée, très carrée pour rassurer les business. Et, euh, et encore une fois, en fait, c'est vraiment une question de biais cognitif. En fait, les gens, s'ils voient quelqu'un qui fait la fête, s'ils voient quelqu'un qui boit des shots, etc., sur son compte Instagram, eh ben, ça fait pas professionnel, ça fait pas quelqu'un de sérieux. Et, euh, et les business, eux, les dirigeants, ils veulent parler à des gens de sérieux, en fait. Parce que, encore une fois, là, oui, on peut montrer quelques photos où on est à la plage, où on fait des activités. Mais en fait,
voilà, faut construire sa personal brand par rapport aux gens qu'on veut toucher. Et donc du coup, ben, là, j'ai un gros travail de refonte complète de mon image. Où, bah, pareil, sur YouTube, j'ai changé mon nom, ça sera plus Louis Random to Million parce que c'était un truc qui me faisait rire. Mais du coup, c'était plus dans le sensationnel et c'était pas spécialement professionnel. Là, mon objectif, c'est enfin, en fait, ma stratégie, c'était un peu essayer d'avoir quelques abonnés et comme ça, après, je switch sur quelque chose d'autre. Visiblement, bon, je suis à ma 10e vidéo, ça fonctionne pas des masses, ça fonctionnait pas mal au début parce que j'avais pas mal de gens qui me connaissaient d'Instagram et bon, qui aimaient certainement mes contenus Instagram et qui voulaient voir un petit peu ce que j'allais faire sur YouTube. Mais là, je pense qu'il est temps de me rediriger parce qu'encore une fois, à l'event, j'avais honte, ouais, c'est le terme, j'avais honte de montrer mon compte YouTube. Donc, euh, donc voilà. Est-ce que c'est la fin des built-in publics? Je ne pense pas. Est-ce que je vais masquer les anciennes vidéos? Peut-être. Peut-être certaines vidéos. Je pense vouloir quand même laisser la première. Après, il y a pas mal de vidéos qui me desservent plus qu'autre chose en fait. Donc, ça sert à rien de le laisser. Est-ce que du coup, il faut que je change la numérotation? Ça, c'est une bonne question. Ou est-ce qu'il faut que je change le titre? Et du coup, je mettrai juste built-in public et je mettrai peut-être plus forcément le numéro. C'est une bonne question. C'est une bonne question. Donc ouais, il y a pas mal de travail à ce niveau-là à faire. Et encore une fois, là, le nerf de la guerre, on va dire, bah, c'est l'acquisition client pour moi. Donc, alors là, je sais pas, je suis allé sur Fiverr, j'ai un peu regardé les Ghostwriters, les Ghostwriters, pour voir. Donc, c'est des gens qui, en fait, sont sur ton compte et envoient des messages à des gens pour prospecter, des gens qui vont faire des posts et tout. Parce qu'en fait, là, c'est pas que je m'en sors pas, mais j'y arrive pas. Ouais, je m'en sors pas. Genre, j'essaie de faire des choses sur Canva, mais ça me correspond pas, ça me fait perdre du temps, et en fait, moins je suis rapide, enfin, plus je suis lent, plus ça me saoule, et en fait, ça va pas. Donc là, je sais pas, j'ai payé 40 balles un gars, je sais même pas ce qui se passe là. Il faut que je vois un petit peu avec lui comment ça va se dérouler, mais donc du coup, il va m'aider à faire des posts LinkedIn et il va m'aider à atteindre ma cible plus facilement. Donc 40 balles, j'avoue que c'est vraiment pas cher. Je crois que c'est un Pakistanais, le gars. J'ai vu qu'il parlait français en plus, donc c'est bénef. Bon, après, j'aurais pu essayer de discuter en anglais, mais je sais même pas comment ça va se passer. Je vous dirai la semaine prochaine. Mais encore une fois, moi, mon acquisition, elle va principalement être sur Instagram, sur LinkedIn, pardon. Mais donc, du coup, pareil, mon Instagram, là, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je garde cet Instagram, l'Instagram actuel, comme un Instagram perso? Et donc, du coup, je recrée un compte professionnel, ce qui veut dire que je vais perdre tous mes abonnés. Donc, encore une fois, c'est assez compliqué en fait. C'est assez compliqué. Après, la question, c'est est-ce que j'ai besoin d'un compte perso? Est-ce que j'ai besoin d'un compte perso? Moi, j'avoue que j'aime poster des choses, j'aime poster quand je suis en train de faire la fête, quand je suis avec mes potes et tout, parce que en fait, ça me fait aussi des souvenirs, je pense. Euh, Ouais, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Après, en ce moment, je suis plus dans le professionnel que dans le perso, donc autant tout passer en perso et je fais un compte Instagram perso avec vraiment une stratégie, parce que en fait, tout ce que je fais sur LinkedIn, l'objectif c'est que voilà, ça puisse servir aussi sur d'autres plateformes. Donc c'est de la, comment on dit, de la redistribution, enfin, dans le sens où
voilà, mon contenu, je le crée à un endroit, je le crée sur LinkedIn par exemple, et après je refais des posts sur ma story Insta, et ainsi de suite. Parce que là, par exemple, c'est vrai que j'ai pris quelques Instagram, j'ai pris aussi quelques comptes LinkedIn, mais c'était avant tout des gens sur Instagram que je suivais. Euh, donc du coup, ces gens sur Instagram, bah, ils ont pas mon compte LinkedIn. Euh, Ah oui, non, mais je trouve qu'il faut que je fasse une refonte complète. Faut que je fasse une refonte complète. Parce que... Ouais, parce que j'ai... Ça fait une dissociation un peu cognitive. Une dissociation cognitive dans le sens où entre ce que je veux et ce que je fais, il y a un peu de monde. Donc, ouais, il vaudrait mieux que je me spécialise en professionnel. Donc je switch tout, je fais un compte pro, j'arrête mes photos avec mon chapeau d'aventurier et je me mets sur du pro. D'ailleurs, il faudrait que je fasse pas mal de photos professionnelles. Je vais peut-être demander à Maxime. Ça serait stylé ça. Parce qu'en fait, j'en ai besoin pour faire des illustrations sur mes posts LinkedIn, pour faire plein de choses de ce type. Et du coup, bah, faut que je sois un peu apprêté de manière professionnelle avec une chemise, etc. Et ouais, faudrait que je regarde sur Pinterest les posts que je pourrais faire. Parce que là, en plus, on a une piscine, on a une belle vue. Donc il y a pas mal de choses à faire. Mais ouais, voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous partager. Et après, d'un point de vue pro, d'un point de vue client, donc là, Christine, je lui ai fait son espace. J'ai encore quelques modifications à faire. Et surtout, en fait, là, le point important et la grosse plus-value que je vais lui apporter, et c'est vrai que c'est Théo, mon coach, qui me l'a, qui me l'a souligné, et j'y ai pensé au début, mais après, je lui ai pas vendu. En fait, je lui ai pas vendu la solution qui est que là, elle fait une fiche découverte qui est en PDF et qu'elle l'envoie aux gens, et elle a besoin d'avoir un retour. Mais en fait, c'est vraiment pas pratique et elle perd énormément de leads à cause de ça, parce qu'en fait, les gens ont juste la flemme de remplir ça. Donc là, il y a trop de friction. Donc là, l'objectif, c'est juste, entre guillemets, de lui faire un système où elle envoie un lien, la personne répond à toutes les questions sur ce lien, et elle, derrière, elle reçoit les informations sur son espace Notion, et donc du coup, bah, les informations facilement, et surtout, elle va avoir 2 fois plus de prospects, quoi. Enfin, là, Théo, je reprends un peu tes mots, mais c'est vrai que c'est une méthode des années 90. Là, on est en 2020. Et c'est un point business qui est hyper important pour elle, pour pouvoir augmenter son nombre de prospects. Et encore une fois, bah là, je pense que ça va lui apporter énormément. Donc, ce qui est bien, c'est que bah, si ça lui apporte énormément, je vais même surdélivrer. C'est-à-dire que par rapport à ce que je devais délivrer, je vais délivrer encore plus. Et donc, je pense elle sera super contente. Et après, elle discutera de ça à ses collègues, enfin, à son entourage en fait. Et pareil, bah, je vais avoir un bon témoignage client. Donc après, c'est un cercle vertueux. Encore une fois, là, je suis pas spécialement là pour faire de l'argent. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est justement de créer un gap entre la valeur que j'apporte et le coût euh, que, enfin, et ce que ça leur coûte, pardon. Et en fait, quand tu crées un gap entre la valeur que tu apportes et ce que ça coûte, et ben, ça fait que les gens sont encore plus enthousiastes à, à- Waouh, je me perds un peu dans mon explication, mais juste, je pense que vous comprenez la logique. Les gens vont être super heureux de mon travail et seront prêts à me recommander auprès d'autres personnes pour la qualité euh, du produit du produit et du service que je leur sers. Donc c'était un peu le point que je voulais aborder. Mais ouais, franchement, Mathis Clouet, là, je pense que je vais très clairement copier ce qu'il fait parce que c'est trop stylé.
C'est vraiment trop stylé, le type il est trop fort. Vraiment, je vous conseille d'aller checker un petit peu son compte. Je pense que vous pouvez en apprendre beaucoup, que ce soit peu importe en fait le business que vous avez, ou même si vous êtes juste intéressé par le business et que vous n'en avez pas, il donne énormément de très bons conseils. Donc voilà, je crois que j'en ai fini. 25 minutes, on est sur un format plutôt long ce coup-ci. Mais je pense que j'ai été assez clair, en tout cas je l'espère. Mais là je suis content parce que j'ai une clarté d'esprit qui est assez améliorée par rapport aux dernières vidéos où je pense que j'étais beaucoup moins clair. Donc voilà, assez content, assez content. Pas mal de grisailles à Toulon en ce moment, donc pas tip top, mais, euh, mais voilà, pas mal de boulot là, pas mal de boulot à faire. La refonte complète de ma personal brand. Et, euh, et voilà, hein. Et voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce building public qui est un tournant, je pense, dans le building public et mes vidéos YouTube de manière générale. Je pense justement mes prochains building publics ressembleront plus à celui-ci. C'est-à-dire que authentique, on change pas, moins transparent. Mais du coup, le fait de dire que je suis authentique et pas transparent, est-ce que ça montre pas une forme de transparence? C'est un point qui peut mener à débat. Bisous, à la semaine prochaine.